La grande édition sur i24 News. Bienvenue à tous, votre rendez-vous quotidien en direct avec l'actualité du Moyen-Orient. Au programme ce soir. Elle s'étend désormais à 27 provinces sur 31. La contestation en Iran en est à son 12e jour. Les slogans visent directement le guide suprême. Les funérailles des victimes deviennent des foyers de révolte. En face, le régime durcit sa réponse et joue avec les lignes rouges. Des sources locales dénoncent l'utilisation d'agents chimiques par les gardiens de la révolution, mais aussi l'arrestation de journalistes. Un signal troublant également, certains hauts dignitaires iraniens auraient demandé des visas pour la France. Se prépare-t-on à l'exil? Craint-on un scénario à la Maduro? Analyse d'un pouvoir pris en étau. La grande annonce des autorités libanaises, elles affirment avoir désarmé le Hezbollah et repris le contrôle total du sud du pays. Mais qui pourrait y croire? Certainement pas Israël, qui a immédiatement contesté cette version. Tsahal assure que la milice pro-Iran reste solidement implantée et conserve missiles, tunnels et postes d'observation. En prime, le mouvement se réarme avec l'appui du Hamas. Que valent les promesses de Beyrouth et à quand une reprise des hostilités? Enfin, voici les nouveaux missionnaires du Hamas. Alerte à l'infiltration idéologique au cœur d'Israël. Enquête explosive qui révèle une réalité dormante. Une organisation financée par le Hamas donc et les frères musulmans qui œuvrerait à la conversion de juifs à l'islam. Panoplie complète, aide financière, accompagnement juridique pour quitter Tsahal, mariage organisé et même formation pour devenir prédicateur. Un écosystème aussi discret que structuré. Et si tout cela était légal? Et si Israël faisait face à un nouveau type de guerre, intérieure et identitaire? Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Plus les jours passent, plus la question de l'avenir de la République islamique se pose ouvertement. En Iran, la rue continue de défier le régime et l'on s'inquiète de la violence de la riposte. Des sources évoquent sur place l'emploi d'agents chimiques, une escalade lourde de conséquences et notamment depuis les avertissements de Washington. Alors assiste-t-on au premier craquement d'un système potentiellement à bout de souffle? État des lieux d'abord avec Christopher Bauer. Image symbolique filmée à Mashded, dans le nord-est de l'Iran. Des manifestants abaissent le drapeau de la République islamique d'Iran. Une fois au sol, le symbole du régime islamique est déchiré en deux. Des scènes qui se reproduisent un peu partout en Iran. Ici, le drapeau du régime islamique est même brûlé par les manifestants. Beaucoup d'Iraniens jugent que ce drapeau, celui de l'Iran impérial, représente le véritable Iran, loin de celui des mollahs. Selon un décompte réalisé par le média d'opposition Iran International basé au Royaume-Uni, les manifestations toucheraient près de 100 villes en Iran. Face à la croissance de ces manifestations, le régime semble couper les connexions Internet en vue peut-être d'une répression plus féroce. Face à cette possibilité, les proches de Donald Trump réitèrent les menaces du président américain. Il ne tourne pas son dos au peuple iranien qui demande à ce que l'oppression s'arrête. Aux ayatollahs et leurs voyous, si vous continuez à tuer votre peuple et à défier le président Trump, vous allez vous réveiller mort. L'Iran est sur le point de tomber. Téhéran craint un passage à l'action de Washington. Des responsables iraniens craignent également une frappe israélienne pour faciliter la chute du régime. Des inquiétudes qui pourraient pousser des hauts dignitaires iraniens à préparer une fuite vers l'Europe et notamment vers la France. Depuis 24 heures, plusieurs personnalités du clan réformateur ont demandé des visas français pour leurs familles. On a une vingtaine de très hauts dignitaires iraniens, notamment le président de l'Assemblée islamique, dont une partie de la famille a demandé un visa via un avocat irano-français qui œuvre à Paris. La France est toujours vue comme un pays d'accueil. C'est en effet depuis la France que Khomeini, fondateur de la République islamique, était parti pour rejoindre Téhéran à la fin des années 70. Le départ de l'Ayatollah, ce sera ce soir entre 23h et 1h du matin à Téhéran. L'Air France vient confirmer que le vol est prêt quand on part à cette heure-là. Selon les dernières informations, au moins 45 manifestants auraient été tués, plus de 2000 personnes arrêtées. Des bilans provisoires. Nous sommes en ligne ce soir avec Mouna Jafarian. Bonsoir et merci à vous, présidente et cofondatrice du collectif Femmes Azadi. Vous êtes militante féministe. Alors qu'est-ce qui pourrait nous laisser penser, espérer, diront certains, que les jours du régime cette fois-ci seraient comptés? Est-ce qu'il y a suffisamment de signaux, vous pensez, qui vont dans cette direction? Pour le moment, en tout cas, les planètes sont alignées, puisque là, aujourd'hui, on a atteint 31 provinces sur les 31. Donc là, c'est vraiment étendu à l'intégralité du pays. Là, je suis en train de suivre la situation minute par minute en Iran. Alors, il y a encore Internet, puisqu'on a encore des vidéos qui nous parviennent. Il y a une foule immense dans énormément de grandes villes. Je ne sais pas si vous savez, mais hier,
Reza Pahlavi a lancé un appel national pour que tout le monde sorte dans la rue à 20h ce soir et demain soir. L'appel a été massivement suivi pour le moment. Donc là, on reste très attentive à la situation pour voir ce qui va se passer. Et effectivement, la répression était très forte hier, très forte ce matin. Et là, pour le moment, sur les images qui nous parviennent, la foule est tellement immense qu'on ne voit pas encore les forces de répression. C'est vrai que c'est impressionnant. En tout cas, on met à jour 31 provinces sur 31. Et donc, il y avait cette rumeur effectivement de coupure générale d'Internet. C'est pas encore le cas. Emmanuel Razavi, on l'a vu, grand reporter, qui évoque dans le Figaro aujourd'hui des demandes de visa pour la France. C'est vrai que ça peut surprendre donc de la part des hauts dignitaires du régime. Est-ce que ça vous semble réaliste, ce type de demande de la part de cadres du régime ? Alors oui, puisque cette information, on l'a révélée, je pense, en premier, puisqu'on a eu cette info très rapidement de l'utilisation d'un avocat franco-iranien dans Paris qui va déposer des dossiers. Maintenant, il faut aussi modérer l'annonce, puisqu'aujourd'hui, l'État français est au courant et que tout va être mis en place pour éviter que des dignitaires du régime ou même de simples membres des gardiens de la Révolution puissent se faufiler dans des dossiers de demande de visa d'Iraniens et puissent rentrer sur le sol français. Donc la France est quand même très vigilante sur ce sujet et se montre très à même de lutter contre le fait que des dignitaires du régime puissent entrer sur le sol français actuellement. Donc c'est important de préciser, ce serait évidemment dissimuler les cadres qui se feraient passer pour des réfugiés classiques. Et la France, terre d'accueil, c'est pas gagnant. Non, parce qu'il passe justement par un avocat spécialisé en droit des affaires des étrangers qui normalement le fait pour des réfugiés, sauf que là, il a été mandaté effectivement avec sa collaboratrice pour pouvoir le faire pour des dignitaires du régime. Mais l'État français étant au courant, ils sont en train d'agir pour éviter justement que de tels visas ne soient accordés. Effectivement. Alors Mona Jafarian, on a entendu ces menaces aussi de la part des États-Unis. Même un sénateur, Lindsey Graham, qui a dit que Trump tuerait Khamenei s'il massacre son peuple. Est-ce que vous pensez que vraiment les États-Unis doivent entrer en jeu, doivent intervenir ? Est-ce que ce serait peut-être contre-productif ? Est-ce que c'est ça qu'attend peut-être le régime aussi quelque part, d'une autre manière ? Alors, on ne peut pas parler de manière unanime pour tout un peuple. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de savoir. Maintenant, tout dépend aussi de la manière dont les choses sont faites. C'est sûr que venir aujourd'hui et bombarder l'Iran, ça va avoir une conséquence, c'est que les gens vont arrêter de manifester parce qu'ils vont avoir peur et qu'ils vont sortir des rues. On l'a vu pendant la guerre de 12 jours, les gens ne sortent pas quand il y a la guerre. Donc pour le moment, nous, les annonces de Donald Trump sont très importantes parce qu'elles permettent aux Iraniens de garder le courage, de savoir que Khamenei est observé. C'est la première fois depuis des décennies les Iraniens se soulèvent et on a un silence assourdissant de la communauté internationale. Et là, pour la première fois, on a un président américain qui dit « je vous vois, attention, si jamais vous continuez, je vais agir ». Donc ça donne beaucoup de courage. On a vu des rues à Téhéran être changées, changer le nom des rues pour mettre le nom du président Trump. On a des slogans aujourd'hui dans les rues qui sont « Pahlavi est notre leader, Trump est notre allié ». Donc on voit que le message est bien perçu par les Iraniens. Maintenant, pour le moment, les choses avancent très bien dans la rue. On voit ce soir que la foule est massive et que pour le moment, la répression a du mal à se mettre en place. Si les choses continuent ainsi, on a bon espoir que le régime puisse tomber effectivement. Et s'il ne tombe pas, écoutez, on verra comment le président Trump va réagir. Alors justement, c'est important parce qu'il y a eu beaucoup de faux espoirs depuis une quinzaine d'années, les mouvements de manifestation qui ont échoué bien souvent. Et on hésite souvent, on se dit, est-ce que ce sera une révolution ou bien un régime qui est capable d'évoluer en interne ? On sait qu'en Iran, il y a le courant réformateur qui est un peu moins rigoriste. Est-ce que ça peut passer par là ou bien est-ce que tout ça, c'est un leurre ? Quelque part, c'est un régime qui, dans son ensemble, conservateur et réformé, va dans le même sens. Pour vous qui êtes en Israël, je pense que vous êtes bien placé pour savoir que l'idéologie de la République islamique n'a ni réformateur, ni modéré, ni conservateur. En fait, on parle d'une idéologie terroriste, extrémiste, et les conservateurs sont les mêmes en costard-cravate qui vous feront croire qu'ils sont moins antisionistes ou qui sont plus ouverts sur l'Occident. Mais la réalité, c'est que l'ADN même de ce régime n'est pas réformable, et c'est pour ça que les Iraniens aujourd'hui se battent pour le renverser et qu'ils refusent quelconque réforme de ce régime. Ouais, pas de réforme à espérer. Alors, pour parler du cas Khamenei, quand même, le guide suprême, on sait qu'il fait face à une fronde intérieure, on vient de voir, qui est assez inédite, plus les craintes aussi quand même d'un destin à la Maduro. On a vu ce qui s'est passé à Caracas il y a quelques jours. À votre avis, comment est-ce qu'il va gérer ? Est-ce qu'il est capable de gérer une telle double pression, voire triple, si on ajoute aussi Israël dans l'équation ? Là, c'est vraiment très compliqué parce qu'il a déjà perdu ses proxys, il a beaucoup de mal à faire venir ses miliciens. Maduro, ça a été vraiment le coup de grâce puisque c'est quand même une plaque tournante de leur blanchiment d'argent et d'enrichissement. Et
Et là, on voit bien que Khamenei est vraiment au pied du mur parce qu'il a cette menace américaine et israélienne. Ils ont très peur aussi d'une attaque israélienne. Ils ont peur d'opérations du Mossad actuellement à l'intérieur du pays. Et là, on voit vraiment la population iranienne se mobiliser. Et surtout, on voit la peur tomber. Déjà en 2022, on avait des scènes de courage incroyables. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans les rues d'Iran, c'est absolument hallucinant. On voit des gens renverser des Basij avec une voiture, des gens se mettre face aux caméras de sécurité et appeler au retour de Pahlavi face caméra de sécurité. Donc là, on voit vraiment que toutes les digues sont en train de sauter et on se demande comment le régime va pouvoir réagir pour endiguer cette soif de liberté et cette révolution. Donc là, c'est vraiment un peuple qui est en train peut-être de briser les chaînes du régime à suivre. En tout cas, très intéressant. Merci beaucoup à vous, Mona Jafarou, d'avoir été en direct ce soir dans la grande édition. Alors, quelles options justement pour un régime qui semble commencer à trembler? On va entendre l'avis de notre consultant diplomatique à Paris. Parce qu'on a entendu Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, lancer un appel à la poursuite des manifestations. Double pression sur le régime. Christian Mallard, bonsoir Christian, notre consultant diplomatique à Paris. Pression de la rue et puis pression extérieure USA-Israël. Comment peut-il se tirer d'affaire d'après vous? Israël est prêt à intervenir militairement à travers l'opération Iron Strike, c'est-à-dire la frappe de fer face à l'Iran. De son côté, le régime iranien est prêt à contre-attaquer tout en étant dans une situation des plus chaotiques. Donald Trump, lui, réitère ses menaces d'intervention en cas de répression accrue contre les protestataires. Il menace aussi d'exfiltrer, voire même de tuer Ali Khamenei. Jusqu'alors, Donald Trump se contente, en tout cas, de réaffirmer son soutien aux manifestants. Donald Trump et Benjamin Netanyahou auraient même défini des objectifs prioritaires. Nous sommes, ce qui paraît certain, dans une période où chaque camp fourbit ses armes. Les gardiens de la Révolution ont lancé des exercices simulant différents scénarios de guerre. La menace d'une escalade militaire est d'autant plus inquiétante pour l'Iran que le régime n'a pas encore réussi à reconstituer ses capacités balistiques et ses systèmes de défense après la guerre des 12 jours. À cette vulnérabilité s'ajoute la vague de contestation populaire déterminée à renverser le régime avec les forces vives de la nation que sont le bazar, les étudiants, les médecins, la sidérurgie et peut-être bientôt l'armée. Pour l'instant, la vague de contestation s'étend à tout le pays au cri de Javid Shah, longue vie au Shah, et Amarba Khamenei, mort à Khamenei. En tout cas, une chose est certaine, la République islamique est engagée dans une guerre pour sa survie. À partir de là, Reza Pahlavi s'apprête à coordonner les divers mouvements de contestation au moment où l'on enregistre des défections, des premières défections au sein de l'armée qui pourraient sonner le début de la fin. Voilà, attention encore une fois aux trahisons internes en Iran. Merci beaucoup Christian Mallard depuis nos studios à Paris. Et on note dans ce contexte la visite ce jeudi au Liban du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, qui a affirmé que Téhéran était prêt à la guerre avec l'Amérique tout en gardant la porte ouverte à la négociation. Il a ajouté que le but de sa visite à Beyrouth était de discuter des défis et menaces qu'Israël fait peser selon lui sur la sécurité régionale. Et bien justement, partons nous intéresser à l'évolution de la situation le long de la frontière israélo-libanaise. En direct ce soir du nord d'Israël, Stéphane Goldin, bonsoir, notre envoyé spécial. Et Stéphane, on sait, et on le disait, les autorités libanaises affirment avoir désarmé le Hezbollah dans le sud du pays du Cèdre. Alors, mise en scène ou pas, Israël n'y croit pas du tout. Bonsoir David, effectivement, ce matin, il y a eu l'annonce du président libanais disant clairement que l'armée libanaise avait une main et avait sécurisé le sud Liban, c'est-à-dire qu'ils avaient détruit des stocks de munitions, qu'ils avaient écarté les membres du Hezbollah au-delà du fleuve du Litani et qu'ils avaient aussi miné certains tunnels. Alors c'est vrai que cette annonce a été, je dirais, reçue en Israël avec, je dirais, entre guillemets, un certain sourire parce que ici en Israël, nous connaissons la réalité. Il faut savoir qu'il y a des terroristes du Hezbollah qui viennent quotidiennement et qui se rapprochent de la frontière israélienne. Et du coup, Israël est obligé de riposter pratiquement quotidiennement avec des opérations par l'armée de l'air israélienne pour justement repousser ces terroristes au-delà du Litani. Ça, c'est la première des choses. On sait très bien qu'il y a des stocks d'armes qui sont toujours cachés
ici à la frontière entre Israël et le Liban et qui sont prêtes à utilisation. Et encore hier, une télévision libanaise a montré des images de drones libanais qui étaient prêts à être recyclés avec des missiles de croisière de moyenne et de longue portée. Et on sait très bien concrètement que le Hezbollah concrètement n'a pas été démantelé. D'ailleurs, dans l'annonce qui a été faite par le président libanais, on a parlé de munitions, on a parlé de repousser le Hezbollah, mais concrètement, il n'a pas utilisé une fois le mot de démilitarisation du Hezbollah. Or, concrètement, les seuls aujourd'hui qui pourraient démilitariser le Hezbollah, c'est Tsahal, c'est l'État d'Israël. Et concrètement, actuellement, le Liban est sous une pression internationale, d'un côté des États-Unis, qui font une pression sur le Liban pour arriver à autre chose, mais surtout aussi une pression par rapport à Israël, parce qu'Israël est prêt aujourd'hui à rentrer sur le territoire libanais pour justement faire ce travail de démilitarisation du Hezbollah. Ouais, ça, fin prêt. Et puis un petit mot rapide, Stéphane, pour faire le lien avec ce qui se passe en Iran. Le Hezbollah serait quelque part le grand perdant pour l'instant de cette situation de trouble à Téhéran. Bien sûr, le Hezbollah est le grand perdant dans cette affaire, même si le ministre des Affaires étrangères iranien est arrivé aujourd'hui sur le territoire libanais, parce que tout simplement, le passage des armes, le passage de l'argent ne va plus exister. Alors c'est vrai que les Iraniens aimeraient transférer et continuer à transférer des armes sur le territoire libanais pour le Hezbollah. Or, concrètement, le corridor terrestre qui passait par la Syrie, aujourd'hui est complètement fermé. La zone qui pourrait passer par, je dirais, des voies navigables, la mer ou les voies aériennes sont aussi de plus en plus compliquées. Et concrètement, le Hezbollah se retrouve dans une situation qui n'est pas, je dirais, les plus tranquilles. Et derrière, il y a toujours l'Iran qui veut mener toujours ces opérations, mais qui n'en a peut-être plus autant les moyens. Alors, en tout cas, qui se mettra sans doute le peu de moyens qui lui restent pour ses alliés, dont le Hezbollah. Merci beaucoup Stéphane Goldin, en direct ce soir de la frontière nord d'Israël. Et on tente de mieux comprendre avec un expert, Michel Fayad, qui nous rejoint. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes professeur de géopolitique à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Alors, on est peut-être un petit peu sévère avec les autorités libanaises qui disent, on le rappelle, avoir fait le travail sur le désarmement du Hezbollah, mais honnêtement, est-ce qu'on peut croire Beyrouth ou bien est-ce qu'on peut imaginer une mise en scène destinée à sauver la face, notamment vis-à-vis des Américains? Vous savez, aujourd'hui, le Liban essaye de sauvegarder la paix civile chez lui parce qu'il sait que si l'armée libanaise venait à confronter directement le Hezbollah, ça voudrait dire une guerre civile. Parce que, vous savez, l'armée libanaise est essentiellement composée à 50% de soldats sunnites. Le commandement de l'armée compte énormément de chrétiens. Donc finalement, cela serait vécu par le Hezbollah et par une partie de la communauté chiite comme un affrontement interlibanais. Donc ce n'est pas quelque chose qui va vraiment avoir lieu. Donc le président, le gouvernement, le Parlement marchent un peu sur les œufs. En réalité, le Liban aussi essaye d'éviter le fait que Joulani rentre au Liban et lui-même s'occupe du Hezbollah parce que c'est quelque chose que Donald Trump lui-même a envisagé dans un discours public. En fait, le meilleur des scénarios, c'est évidemment qu'Israël elle-même fasse le travail parce que, je veux dire, au moins Israël, en éliminant le Hezbollah, eh bien, Israël n'a pas de velléité d'annexion du Liban, tandis que Joulani, lui, s'il rentre au Liban, eh bien, il ne le quittera jamais. C'est bien là le souci. Vous pensez, sans le dire, que le Liban compte sur Israël quelque part pour faire le travail? Il n'y a qu'Israël qui peut le faire concrètement face au Hezbollah. Oui, bien sûr, parce que tout le monde en a conscience, tout le monde sait que l'armée libanaise ne va pas désarmer le Hezbollah et tout le monde sait que si Joulani rentre, comme j'ai dit, eh bien, il n'en sortira pas. Donc, tout le monde espère d'une manière ou d'une autre que ce soit Israël qui fasse ce travail. Le Hezbollah ne désarmera jamais, c'est dans leur nature même, leur identité même. C'est la même chose pour le Hamas, c'est la même chose pour les Hajj al-Sharbi en Irak, la même chose pour les Houthis au Yémen. C'est la même chose pour le Fatah, pour le Hamas, pour le FPLP. Toutes ces organisations terroristes sont des organisations où le côté paramilitaire eh bien, est indétachable, si vous voulez, de leur identité politique. Donc, pour eux, si jamais ils disparaissaient d'un point de vue militaire, ils pensent qu'ils disparaîtraient également d'un point de vue politique. Là où il faut quand même faire attention par rapport à ce qui a été dit dans le document juste avant mon passage, c'est que
Vous savez, les gardiens de la révolution en Iran, je pense, n'ont pas encore lâché le Hezbollah. Ouais. Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, est lui-même un membre des gardiens de la révolution. Il a fait la guerre à l'intérieur du corps des gardiens de la révolution contre l'Irak. Eh bien, il peut aussi continuer à instruire, à donner des stratégies, donner des armes s'il le faut, de l'argent s'il le faut. Et quand bien même il n'aurait plus d'armes et d'argent à fournir au Hezbollah, le Hezbollah a ses propres sources de financement. Ouais. Il y a le Venezuela dont on parle beaucoup, il y a l'Iran dont on bien sûr parle, mais il y a également l'Afrique. En Afrique, le Hezbollah a créé d'énormes réseaux pour obtenir du financement. Ouais. Et ce financement eh bien, va se poursuivre. Donc, vraiment, il ne faut pas compter sur le fait de si l'Iran venait, enfin, Ali Khamenei venait à chuter, que le Hezbollah tombe le lendemain. Ouais. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et d'ailleurs, il y a un des scénarios dont il faut également tenir compte, c'est que bien sûr que le scénario préférable, c'est que Reza Pahlavi prenne le contrôle en Iran, mais rien, si vous voulez, n'écarte la possibilité que les gardiens de la révolution eux-mêmes fassent un coup d'État en Iran et présentent à Donald Trump un Iran dégagé des mollahs, dirigé par eux des paramilitaires. Et ce scénario ne peut pas être complètement écarté, même s'il n'est pas du tout le scénario qu'on préfère. On préfère tous, bien sûr, que Reza Pahlavi prenne le contrôle. Effectivement. En tout cas, c'est vrai qu'on voit mal l'Iran lâcher le Hezbollah, même s'il est en difficulté. Et donc, vous dites, attention, peut-être opération à venir d'Israël, qui a d'ailleurs le feu vert, a priori, des Américains au Liban. Merci beaucoup à vous, Michel Fayad, pour cette analyse en direct avec nous. Tout près du Liban, un mot de la Syrie, où la minorité kurde se retrouve prise en étau entre les forces d'Al-Shara et celles de la Turquie d'Erdogan, puisque l'armée syrienne a annoncé ce jeudi le lancement d'opérations ciblées contre les positions des forces démocratiques syriennes, les FDS, dans plusieurs quartiers d'Alep. À Ankara, le ministre turc de la Défense a précisé que la Turquie pourrait apporter son soutien à l'opération sur demande de Damas. Le front sud à présent, l'armée israélienne a annoncé ce matin avoir détecté un tir de roquette manqué depuis la ville de Gaza. Le projectile est retombé et a explosé à l'intérieur de la bande de Gaza, à proximité d'ailleurs d'un hôpital. Et en riposte, Tsahal a mené une frappe ciblée contre le lanceur. Tout cela 3 mois après l'entrée en vigueur de la phase 1 de l'accord entre Israël et le Hamas. La plupart des otages ont été libérés, on le sait, mais le corps de Ran Gvili n'a toujours pas été remis à Israël. Israël qui refuse de passer à la phase 2 tant que la dépouille n'a pas été restituée. Problème, les États-Unis qui font pression pour faire avancer justement cette phase 2. On voit tout cela avec Océane Nicole. Donald Trump s'apprêterait à dévoiler la création d'un conseil de paix pour Gaza, et ce, dès la semaine prochaine. Selon des responsables américains, ce conseil sera dirigé par le président américain et composé d'une quinzaine de dirigeants. Washington étant pour parler avec plusieurs médiateurs du Moyen-Orient, notamment l'Égypte, le Qatar et la Turquie, qui ont tous assuré aux États-Unis que le Hamas accepterait un plan de désarmement progressif, un plan qui commencerait par l'abandon des armes lourdes du groupe terroriste. Selon des responsables américains, les États-Unis auraient aussi obtenu l'engagement des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Allemagne à être représentés dans le Conseil de la paix. Selon le plan du président américain, c'est le Conseil de paix qui supervisera le gouvernement technocratique palestinien et encadrera le processus de reconstruction de la bande de Gaza. Mais ce gouvernement n'est pour l'instant toujours pas formé. Donald Trump souhaite lancer la deuxième phase de l'accord avant même le désarmement du Hamas et la restitution du corps du dernier otage. Pourtant, côté israélien, hors de question de faire avancer l'accord sans le retour de la dépouille de Ran Gvili. Du côté du Hamas, l'organisation terroriste promet de déposer les armes uniquement dans le cadre d'un processus négocié aboutissant à la création d'un État palestinien. Si Donald Trump semble pressé de passer à la phase 2, c'est parce qu'il souhaite, selon des responsables américains, commencer une première levée de fonds dédiée à la reconstruction de Gaza avant le Forum économique mondial de Davos en Suisse qui débutera le 19 janvier prochain. Alors, quel scénario pour Gaza? On va en parler ce soir avec Guy Ren qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes ancien agent du Shabak, le renseignement intérieur israélien. Est-ce que vous pensez que les Américains pourraient imposer à Israël, par la force quelque part, de force, ce passage à la phase 2 si compliqué de ce plan Trump? D'abord, j'espère beaucoup que les Américains ne feront pas pression sur l'État d'Israël, ne porteront pas atteinte aux intérêts de l'État d'Israël sécuritaire. Avant de passer à la phase 2, plusieurs choses doivent avoir lieu. D'abord et avant tout, ramener Ran Gvili,
combattant héroïque. Et à mon avis, le Hamas ne fait pas d'efforts, ou bien même peut-être cache la localisation de son corps pour ne pas le trouver. Et la deuxième chose, comme ça a été dit par les Américains eux-mêmes et par Trump, que le Hamas ne peut pas rester au pouvoir, ni civil et certainement pas militaire dans la bande de Gaza. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le mouvement du Hamas, le djihad terroriste qu'il est, détient des armes, a le contrôle de la bande de Gaza. Et aujourd'hui, dès ce matin, nous avons entendu qu'ils ont essayé de tirer un missile vers Israël. Alors c'est ça ce qui nous étonne, c'est le décalage entre ce discours de Donald Trump à la Knesset en octobre dernier, donc qui promettait le désarmement du Hamas, etc. Et puis la réalité, on a l'impression que ni le corps de Rangvili, ni ce désarmement, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour lui. Est-ce qu'entre-temps, c'est quoi? C'est la pression du Qatar, de la Turquie, qui fait qu'il est en train de renoncer quelque part à ce type d'exigence? Je peux moins parler de ce qui se passe aujourd'hui avec le Qatar et le président Trump. Et il faut le dire, on ne peut dire que des félicitations à Trump qui, comme président, a amené un changement au Proche-Orient. Je dirais même plus à propos de Trump, ce que je dis, c'est qu'enfin, il y a un dirigeant occidental qui, véritablement, identifie qui sont les bons et qui sont les méchants. Un président occidental qui reconnaît qu'il y a ici une guerre entre les islamistes extrémistes qui veulent non seulement porter atteinte à l'État d'Israël, mais à l'Europe et aux États-Unis. Et il est bien que le président Trump agisse comme il le fait. Mais si nous nous concentrons sur le Proche-Orient, et regardons vers Gaza, alors le Hamas ne renoncera pas à ses armes pour deux raisons principales. Premièrement, parce que c'est une organisation terroriste qui comprend que sans ses armes, la population populaire se vengera de lui et l'assassinera. Deuxième chose, le mouvement du Hamas, comme ils le disent et le répètent chaque jour, ne renonceront pas à leur tentative de porter atteinte et de détruire l'État d'Israël. Au-delà de cela, je me demande de quoi l'on parle aujourd'hui, puisqu'il y a des élections pour la direction du Hamas, ce qui semble absolument fou. Cette organisation n'a pas le droit d'exister. Il faut qu'il arrête d'exister comme organisation militaire. Donc on comprend que l'intérêt d'Israël, justement, c'est de reprendre les opérations pour faire enfin tomber le Hamas. Mais est-ce que, pour revenir en quelques mots sur cette phase 2, est-ce que l'acceptation par Israël de la phase 2, ce serait la contrepartie en échange d'avantages américains, peut-être sur le Liban, sur l'Iran, en attendant une reprise de la guerre? Si nous allons à la phase 2, cela voudra dire que la reconstruction de Gaza et que le Hamas aura le contrôle de Gaza. Alors, l'argent et les moyens et tout ce qu'on fera tombera entre les mains du Hamas, comme ça a été le cas jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas reconstruire la bande de Gaza, remettre en place les infrastructures, les personnes, les bâtiments, ramener les gens pour qu'ils puissent vivre de manière décente. Les civils gazaouis et qui ne sont pas impliqués ont le droit de vivre, mais il ne faut pas reconstruire tant que le Hamas est au pouvoir dans la bande de Gaza. Voilà, donc la phase 2, c'est dangereux tant que le Hamas conserve effectivement ses armements. Merci beaucoup à vous, Guy Ren, d'être venu ce soir sur notre plateau. Traduction, Gisèle Abazon, qu'on salue. On en vient à ce défi d'une autre nature pour Israël, défi idéologique cette fois-ci, identitaire, religieux. On va parler de ces tentatives de conversion à l'islam, et oui, de juifs israéliens. Et à la manœuvre, une organisation qui serait financée par le Hamas. Bonsoir, Shani Guidalia. Alors Shani, il s'agit d'un documentaire qui est diffusé ces jours-ci par la 14e chaîne israélienne. Révélation, on va dire, étonnante. Oui, il s'agit d'une série d'enquêtes intitulée Pseudo Ashraf Marwan. C'est un documentaire en plusieurs volets qui s'intéresse à une organisation islamique basée à Kfar Kara, connue sous le nom de Daïr al-Islam. Sur le papier, ce centre se présente comme un lieu de dialogue culturel et religieux qui promeut la coexistence, le dialogue et la compréhension entre les différentes communautés. Mais le documentaire affirme que derrière cette façade se cache une autre réalité beaucoup plus complexe. Selon les journalistes, les auteurs du documentaire, Daïr al-Islam bénéficierait de financements indirects liés au Hamas et aux frères musulmans via des associations présentées comme humanitaires. Il s'agit donc d'une structure organisée. Il serait donc question d'une structure organisée avec des objectifs à long terme sur le plan social et identitaire. Chani, de quoi est-il question dans ces différents volets ?
Le premier volet du documentaire s'attarde sur la manière dont le centre se présente et agit publiquement et sur les liens qu'il entretient avec les différents publics en Israël. Au début du documentaire, il y a plusieurs témoignages de personnes qui avouent s'être converties à l'islam grâce au centre Daher al-Islam. La première affirme qu'elle avait l'habitude de se balader le samedi à Jaffa avec sa famille, qu'elle a commencé par s'acheter un Coran et que tout s'est très vite enchaîné, qu'elle a fini par se convertir à l'islam. Un autre affirme qu'il vient d'une famille juive orthodoxe, que ses parents ont divorcé lorsqu'il était très jeune et que face à ce sentiment de solitude, il a vu la place qu'occupait la famille dans les familles musulmanes en Israël et que c'est la raison pour laquelle il s'est converti. Les auteurs du documentaire affirment qu'actuellement il y a des dizaines de femmes juives israéliennes qui sont mariées à des Palestiniens en Israël. Le second volet du documentaire va encore plus loin. Il affirme que l'organisation ne se limiterait pas seulement à l'enseignement ou au dialogue, mais serait impliquée aussi dans des conversions de juifs à l'islam avec un soutien sur le plan matériel, juridique et social. Ça inclurait notamment des aides financières, que ce soit pour payer les factures ou une aide au logement, mais aussi un accompagnement pour éviter le service militaire ou encore des démarches juridiques liées à la garde d'enfants ou au mariage. Et face à ces révélations, le ministère israélien de l'Éducation affirme qu'un examen est en cours et de leur côté, les responsables de Daher al-Islam rejettent les accusations, dénoncent une enquête biaisée et affirment que le centre agit dans un cadre strictement légal. Et voilà, affaire à suivre. Merci beaucoup, Chani. Guidalia. Et comme si Israël manquait de champ de bataille, on va voir celui qui concerne l'environnement, et oui, dans les territoires. Assiste-t-on à du terrorisme écologique au centre d'Israël? De plus en plus d'habitants et de localités se plaignent des niveaux élevés de pollution en cause des tonnes de déchets brûlés illégalement dans les territoires de l'autorité palestinienne. Ils causent de graves problèmes de santé, évidemment. Problème, personne ne veut en assumer la responsabilité. Regardez les chiffres, 180 000 tonnes de déchets déversés chaque année dans des dizaines de décharges illégales en Judée et Samarie. On interroge ce soir un expert de la question, Yaniv Bleicher. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes président de Citizen for Clean Air. Alors l'air, merci à vous. Alors l'air, on comprend bien, est souvent irrespirable au point que les enfants ne sortent pas jouer dehors dans certaines villes. On en a même entendu parler de Modine. C'est un phénomène qui a débuté plus ou moins récemment. Qui sont les vrais coupables d'abord, d'après vous? Bonsoir. Il faut d'abord bien comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit de centaines de milliers d'habitants qui ne peuvent pas respirer d'air propre et ne peuvent pas ouvrir leurs fenêtres, qui étouffent de fumée à cause de déchets qui sont brûlés dans l'autorité palestinienne. Le problème, c'est que l'autorité palestinienne n'a pas de lieu de traitement des déchets. En fait, il n'y en a que deux. Il y a Hazar al-Fijan qui est près de Jenin, dans le nord de la Samarie, et l'autre lieu, c'est Al-Minya, dans la zone de Bethléem. Et ces deux sites de traitement des déchets devraient traiter tous les déchets palestiniens qui sont donc produits par l'autorité palestinienne. Et comme je vous l'ai dit, dans le nord de la Samarie, quelque part du côté de Bethléem, c'est-à-dire en Judée, et tous ces détritus dans les villages du centre de la Samarie sont éloignés en fait de ces lieux d'enfouissement. Et donc, cela crée une motivation pour enfreindre la loi et de traiter les détritus sur le terrain pour s'en débarrasser et pour économiser sur le transport des détritus. Et donc, c'est ce qui se passe dans les villages et villes qui n'ont pas en fait de bon niveau de traitement, et c'est ce qui se passe en fait dans le tiers-monde, en Afrique et ailleurs. Et l'autorité palestinienne est une autorité faible, affaiblie, qui ne sait pas traiter ses propres déchets. Et ceux qui en souffrent, ce sont qui habitent dans la région, c'est tant les Israéliens que les Palestiniens d'ailleurs, qui souffrent de cette pollution, et c'est un problème évidemment. Et puis évidemment, la personne n'applique la loi. Ceux qui sont responsables d'appliquer la loi, c'est l'autorité civile. Et en réalité, personne ne fait ce qu'il faut. Et les criminels, en fait, sont impunis et font ce qu'ils veulent. Voilà. Ouais. Ils
jettent les détritus, les déchets dans des lieux, dans des terrains vagues, et voilà, et les brûlent. Alors justement, nous, on est effarés de constater qu'il y a encore de telles pratiques aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y en a qui se posent la question, une intention volontaire, malveillante de nuire aux populations, ou bien c'est simplement de la négligence, vous diriez? Écoutez, le contrôleur d'État a publié un dossier il y a pratiquement 2 ans, en 2024, où il a expliqué les causes. Et c'est ce que j'ai dit, c'est de la criminalité économique qui profite du fait qu'il n'y a pas de solution accessible pour traiter des déchets. Et nous n'avons pas vu que l'on parle d'une action terroriste organisée ou exprès. Bon, en fin de compte, il y a ici 2 populations qui ne s'entendent pas forcément les uns avec les autres, mais c'est possible que certains cas, il y en a certains, voilà, ils attendent que le vent aille dans le bon sens, c'est possible. Mais bon, la racine du problème réel, c'est qu'il n'y a pas de solution de traitement des déchets et de la criminalité économique qui font que la situation est telle. Un problème complexe, effectivement. En 2 mots, quelle doit être, d'après vous, l'attitude des autorités israéliennes? Est-ce que c'est d'abord une pression, tout simplement, sur l'autorité palestinienne? Écoutez, je n'ai pas beaucoup d'attentes de l'autorité palestinienne. Et pour dire la vérité, nous, Israéliens, nous attendons de notre gouvernement qu'il prenne ses responsabilités et gère cette situation sur le court terme en appliquant la loi et donc en faisant le nécessaire pour que les criminels soient arrêtés et qu'on saisisse leurs instruments et leurs outils, qu'on leur fasse payer des amendes et qu'on les oblige à évacuer les déchets sur des zones organisées pour ce faire. Ça peut même être en Israël. Ça, c'est pour le court terme. Et sur le long terme, il faut bien sûr organiser, créer des installations de traitement de déchets. On parle, que sais-je, de recyclage. Bon, on n'en est pas encore là, mais au moins des sites d'enfouissement. Il y a déjà des plans de créer des sites d'enfouissement au centre de la Samarie, du côté de Ramallah, financés par les Allemands. Et je pense qu'Israël doit permettre à ce site d'être construit, qui serait bon pour tous, tant pour les Palestiniens que les Israéliens. Intérêt commun. Voilà. Voilà. Effectivement, intérêt commun, on comprend bien, traquer donc les responsables et puis miser peut-être davantage sur le recyclage. Merci beaucoup à vous, Yaniv Bleicher, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Parlons politique à présent. Comme un parfum d'élection en Israël, en tout cas, on s'y prépare, Daniel Haïk. Bonsoir, Daniel, notre analyse politique. Alors, avant les élections, parce que c'est prévu au plus tard d'ici la fin de l'année, il se pourrait que ce soit avancé en fonction évidemment des évolutions politiques, mais avant cela, il y a les élections internes qui se profilent au Likoud. Et là, il y a peut-être un début de fronde timide, évidemment, face à Benjamin Netanyahou. Comment est-ce que le Premier ministre gère cette situation? Bien, écoutez, on peut dire que le Likoud a un atout majeur, c'est Benjamin Netanyahou. Mais il a aussi un handicap majeur, et c'est Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire que le Likoud sans Benjamin Netanyahou, eh bien, c'est un parti extrêmement affaibli. Aujourd'hui, le Likoud est taxé d'environ 25 à 30 députés, selon la plupart des sondages. Si le Premier ministre n'est pas à la tête du parti, eh bien, il perd d'emblée 10 députés, peut-être même plus. Et donc, quelque part, Benjamin Netanyahou, c'est le joker du Likoud. Et cela lui donne une certaine, on va dire, en dehors de sa prestance, de son expérience, cela lui donne la possibilité de dire « je voudrais décider dans la liste électorale du parti », parce que c'est comme cela que le Likoud forme sa liste électorale par des primaires. Je voudrais qu'au-delà des primaires, il y ait avoir la possibilité de désigner quelques personnalités de mon choix, des personnalités qui sont séduisantes, qui peuvent attirer un électorat et les insérer dans la liste électorale du parti. Le Premier ministre l'a déjà fait lors des précédentes élections. Il y avait 3 personnalités à l'époque. Là, cette fois-ci, apparemment, Benjamin Netanyahou en veut plus. On ne sait pas, peut-être 5, peut-être 8. Et cela provoque des turbulences au sein du Likoud. Mais il faut bien être conscient du fait, pour les députés du Likoud, que même si effectivement il risque, on va dire, la confrontation risque d'être plus serrée pour une place éligible dans la liste électorale du Likoud, eh bien, sans Netanyahou, eh bien, certains de ces députés n'ont aucune chance de figurer dans la liste électorale du Likoud. Donc,
Double tranchant, voilà. Les turbulences, elles peuvent passer, mais c'est Netanyahou qui détient le pouvoir et qui peut faire rentrer. Et je crois qu'il doit le faire aujourd'hui parce que la liste électorale du Likoud aux précédentes élections, elle n'était pas particulièrement séduisante. Et là, Binyamin Netanyahou a la capacité peut-être de faire rentrer des figures. On parle par exemple de David Simri qui est un père endeuillé, de Yitzhak Bonsal dont le fils a été tué au combat pendant le 7 octobre. Donc, des figures qui parlent et qui sensibilisent la population. C'est le Premier ministre qui en a la capacité et il est légitimement en droit de le faire. En tout cas, en 2 mots, vous dites le Likoud avec ou sans Bibi, c'est pas la même chose. Ah, c'est certainement pas ça, la même chose. Et je crois que quelque part, aujourd'hui, le Likoud doit déjà préparer l'après-Bibi. Je dis déjà parce que ça peut paraître bizarre, mais effectivement, même si Binyamin Netanyahou va se représenter cette fois-ci, eh bien, s'il veut rester un facteur politique déterminant dans l'échiquier politique israélien, eh bien, le Likoud doit se réincarner et préparer l'après-Netanyahou. C'est pas gagné, vu le poids, effectivement, du Premier ministre, toujours. Merci beaucoup, Daniel Haïk. On poursuit en accélérant un petit peu la cadence. L'info chrono, c'est maintenant. Et d'abord, les suites de la tragédie de mardi soir à Jérusalem. Un mort, on le rappelle, lors d'une manifestation contre la loi sur l'enrôlement des orthodoxes. Le jeune Yosef Eisenthal, 14 ans. Eh bien, le tribunal de district de la capitale a ordonné aujourd'hui la libération et le placement en résidence surveillée du chauffeur du bus, Fakhri Hatib, qui avait renversé, tué l'adolescent. La police a demandé un report de la libération pour pouvoir faire appel devant la Cour suprême. En attendant, elle poursuit ses investigations sur la base de 39 actions d'enquête pour faire la lumière sur ce drame. Il était le premier maire orthodoxe de Jérusalem, Uri Lupoliansky, s'est éteint hier soir à l'âge de 74 ans. Il avait dirigé la capitale de 2003 à 2008, prenant la succession d'Ehud Olmert. Son mandat restera marqué par le maintien du statu quo religieux et par des projets qui auront contribué à moderniser la ville, comme la construction du fameux pont des Cordes à l'entrée ouest. Son héritage, la fondation bien sûr Yad Sarah, qu'il a créée, consacrée à l'assistance médicale et sociale au service de dizaines de milliers de familles. La colère au sein du secteur arabe en Israël. Plusieurs centaines de manifestants bloquaient hier soir une route nationale en Galilée. Ils entendaient dénoncer la vague de violence ayant coûté la vie à 11 personnes en seulement une semaine. Hier matin, à Shfaram, on le rappelle, 3 hommes ont été abattus sur un chantier où ils travaillaient. Les responsables locaux demandent aujourd'hui une présence policière accrue. Et puis une nouvelle aventure pour le gardien de la sélection israélienne de football, Daniel Peretz, 25 ans, qui rejoint officiellement le club anglais de Southampton en 2e division. Il s'agit d'un prêt du Bayern Munich auquel il appartient toujours, avec tout de même une option d'achat qui est fixée à 8 millions d'euros. De quoi relancer, pourquoi pas, une carrière qui stagnait en Allemagne ces derniers temps. Allez, nous y sommes, le dernier volet de notre dossier de la semaine. L'Iran, pays en crise et puissance régionale. C'est précisément cette notion de puissance que l'on va examiner ce soir. Parce qu'au Moyen-Orient, la puissance n'est pas seulement une question d'économie, on l'a vérifié récemment avec le Qatar. Ici, la force brute prévaut. Et à ce jeu, Téhéran propose une équation unique. Stratégie hybride, asymétrique, pas d'avions performants, mais une production impressionnante de missiles balistiques et de drones, y compris des drones suicides, un programme nucléaire, et puis cette constellation, bien sûr, d'alliés terroristes. Explorons la logique militaire iranienne, sans caricature. Point fort, point faible, Océane Nicole. Un mélange d'équipements vieillissants avec des avions des années 1970 et des anciens chars, mais avec aussi des innovations locales, comme les drones et les missiles. C'est ce à quoi ressemble l'armée iranienne. Si à première vue, ses forces aériennes et navales sont moins compétitives, l'Iran a misé sur une autre force, le nucléaire. Un moyen pour le régime des Mollahs de compenser ses faiblesses conventionnelles par l'asymétrie, la dissuasion et le risque calculé. Bien plus qu'une arme, le programme nucléaire est pour les dirigeants iraniens une garantie de survie de leur régime. L'exemple de son voisin irakien hante toujours Téhéran. Saddam Hussein a été renversé en 2003 faute de dissuasion crédible. À l'inverse, la Corée du Nord et son dirigeant Kim Jong-un, qui est doté du nucléaire, reste lui intouchable. L'Iran joue donc sur l'ambiguïté, se rapprocher du seuil pour obtenir la bombe atomique sans pour autant le franchir officiellement.
Faute d'affronter directement ses adversaires, Téhéran s'appuie sur un réseau de proxy dans la région, le Hezbollah au Liban, le Hamas et le djihad islamique à Gaza, les milices chiites en Irak et les rebelles houthis au Yémen. Financement, armement, entraînement, renseignement, l'Iran est constamment derrière ces organisations terroristes et elles ont un rôle bien précis, tenir Israël et les puissances occidentales sous pression permanente et multiplier les fronts potentiels en cas de conflit. Car pour l'Iran, alimenter le terrorisme au Moyen-Orient est un élément clé de sa dissuasion. Frapper sans apparaître, menacer sans assumer directement et rendre toute attaque contre le régime synonyme d'embrasement régional. Outre son programme nucléaire, l'autre pilier de Téhéran, ce sont ses missiles. Des missiles à courte, moyenne et à longue portée, des missiles hypersoniques et même des drones explosifs. L'Iran possède un vaste arsenal de missiles balistiques, le plus important du Moyen-Orient. Un atout en plus pour le régime des Mollahs qui ne cherche pas officiellement la confrontation directe, mais qui fait tout pour rendre la guerre trop coûteuse pour ses adversaires. Et ce panorama ne serait pas tout à fait complet sans ajouter ce qui se joue sur le terrain du cyber. Bonsoir Océane Nicole. Bonsoir, et merci, David. c'est vous qui signez ce dossier ce soir. Alors ne pas sous-estimer évidemment les capacités dans ce domaine de la République islamique parce qu'on la classe souvent, c'est vrai, en seconde division après les géants USA, Chine, Russie et bien sûr Israël. Mais Téhéran, attention, reste redoutable et surtout progresse assez vite. Tout à fait. Et Téhéran, en effet, maîtrise assez bien ses capacités de cyber. Alors vous l'avez dit, c'est quand même encore bien loin de Washington, Moscou et Pékin. Mais quand même, alors quel est le but de ces cyberattaques pour Téhéran? C'est de perturber, intimider, de faire peur, d'envoyer des messages aussi. Et le tout, encore une fois, comme on l'a vu, plutôt en discrétion, sans que ça risque d'aller à une confrontation directe. Concrètement, ces cyberattaques, elles visent à la fois ce qui peut nuire au régime des Mollahs, ça ne plaît pas du tout à Téhéran, donc c'est des cyberattaques qui visent des infrastructures anti-gouvernementales au Liban, en Iran, pardon, et tout ce qui peut nuire donc au régime des Mollahs. Mais ces attaques, elles visent aussi d'autres pays, Israël en tête, on s'en souvient, il y a eu des hôpitaux israéliens qui ont été visés, des ports également, il y a eu aussi des systèmes d'eau, et ça vise aussi ce qui est autre qu'Israël, des compagnies énergétiques du Golfe et aussi des institutions occidentales. Donc tout ça a été visé. Ces attaques, elles peuvent inclure donc des actions de sabotage, d'espionnage, du vol de propriété intellectuelle et même des campagnes de désinformation. On l'avait vu, on se souvient, aux États-Unis. Et là aussi, ces cyberattaques, eh bien, c'est une façon pour Téhéran de passer un petit peu sous les mailles du filet et de ne pas, encore une fois, aller véritablement à une confrontation directe qui pourrait donc aller plus loin en guerre régionale. Ouais, en tout cas, important de conserver quelques longueurs d'avance sur l'Iran du point de vue d'Israël et des États-Unis. Merci beaucoup, Océane Nicole. Alors, comment tout cela peut se traduire maintenant dans le rapport de force régionale? Bonsoir, Or Issachar, et merci à vous. Vous êtes directeur exécutif à l'Institut David de politique sécuritaire, IDSF, Abitron-Istim. Alors, la doctrine de dissuasion iranienne, telle qu'on vient de la décrire, asymétrique, on l'a dit, hybride avec le balistique, le nucléaire, les proxys évidemment terroristes. Est-ce qu'elle fait de l'Iran, vous pensez, une puissance un petit peu à part, une puissance non conventionnelle et donc une menace réelle, crédible, peut-être même bien au-delà des frontières du Moyen-Orient? Oui, effectivement. Alors, depuis la révolution islamique en 1979 en Iran, c'est l'objectif stratégique du régime de Mollah, du régime d'Ayatollah, d'étendre la sphère d'influence de l'Iran partout dans la région et dans le monde. Et Israël, effectivement, est perçu comme une nuisance qui doit être éliminée en route pour atteindre cet objectif. Alors, c'est exactement pour ça que des pays comme l'Inde ou la France ou la Grande-Bretagne, alors qu'ils possèdent des armes nucléaires, il est perçu pour Israël beaucoup moins dangereux qu'un régime théocrate qui a comme objectif d'éliminer Israël et, comme je l'avais dit, étendre ou élaborer sa sphère d'influence partout dans la région. Il est aussi motivé par la haine et le clivage traditionnel entre les chiites et les sunnis dans le Moyen-Orient, alors que l'Iran perçoit son rôle historique comme compenser pour les erreurs perçues du passé et donc étendre la sphère d'influence chiite sur les pays sunnis de la région. Ça inclut bien évidemment l'Arabie saoudite, l'UAE, etc. Alors, dans ce contexte-là, c'est l'objectif d'Israël et de l'administration Trump de nier de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, de se doter de missiles balistiques. Alors, les capacités, alors que les intentions, normalement, à l'Occident, on n'est pas si doué à comprendre les intentions de nos ennemis, alors que les capacités
on est extrêmement effectif de nier nos ennemis de ces capacités-là. Alors, c'est exactement doit être notre objectif à ce moment-là. Voilà, bien comprendre la mentalité effectivement du régime des ayatollahs. Alors, on parlait de rapport de force régionale. C'est vrai qu'entre-temps, il y a quand même eu la guerre des 12 jours en juin dernier. Est-ce que l'Iran aurait trop misé justement sur ses missiles balistiques au détriment de son aviation, qui est vétuste, comme on le sait, un pari qui a assumé, on sait, les missiles, parce qu'on constate des lacunes qui sont quand même criantes aujourd'hui dans le domaine de la suprématie aérienne. Et ça risque d'être compliqué à rattraper pour les Iraniens. Ce serait compliqué de rattraper et effectivement, la zone de drone, par exemple, a été de façon très significative, a été frappée par Israël. On sait que l'Iran exporte en fait de la technologie de drone en Russie, par exemple. Elle aide la Russie dans sa guerre en Ukraine. Effectivement, ça rend l'Iran un acteur actif à la guerre en Ukraine, ainsi que l'industrie de missiles balistiques, comme vous l'avez mentionné. Israël proclame qu'elle a éliminé au moins 65% de missiles balistiques, mais vous savez très bien que ces capacités peuvent être... l'Iran peut se réarmer, redévelopper ces capacités-là, et c'est exactement pour ça qu'Israël doit garder un œil pour empêcher cette menace de revenir. Ouais, donc ça a d'ailleurs poussé Israël à devenir un leader mondial dans le domaine des systèmes d'interception antimissiles, on l'a bien vu. D'ailleurs, le défi, c'est celui des coûts. Plus on réduit le coût des interceptions, ce sera peut-être ça la clé face à l'Iran à moyen terme, plus aussi les systèmes s'amélioreront et plus la menace iranienne en face va s'évaporer mécaniquement, en tout cas si l'Iran continue à miser sur le balistique. En tout cas, l'objectif, c'est de nier de l'Iran des capacités, j'aurais dit, physiques ou kinétiques, alors que l'Iran va continuer, tant que le régime va continuer d'exister, il va continuer de tenter de déstabiliser Israël, déstabiliser l'Occident. Ça inclut par exemple la guerre douce. Voilà des campagnes de désinformation et de tenter de fracturer la société occidentale de l'intérieur. Mais sur le plan d'armement, ce qui concerne des missiles balistiques, etc., c'est exactement l'objectif. Alors que oui, Israël va continuer de se doter de systèmes d'interception d'antimissiles. À la fin, l'objectif d'Israël est non seulement d'intercepter des missiles, mais aussi de nier de l'Iran des capacités de lancer des missiles à l'avance. Ouais. Et ça va continuer d'être le sujet ou l'objectif de renseignement israélien. C'est l'équation. Voilà, pardon, c'est l'équation effectivement qui est imposée par l'Iran. Merci beaucoup et pardon encore, merci pour cette analyse. Or, Issachar dans la grande édition. Un mot rapidement de l'actualité internationale qui reste dominée par le coup d'éclat des États-Unis, bien sûr, l'opération qui a débouché samedi dernier sur la capture du président du Venezuela, Maduro. En plein Caracas, Donald Trump précise aujourd'hui ses ambitions. Il n'entend pas lâcher les rênes de ce pays de sitôt. À nous retrouver à Washington, Antoine Hollard, notre correspondant. Bonjour Antoine, la supervision américaine du Venezuela, ça pourrait durer plusieurs années. Voilà ce qu'affirme le président américain. Oui, dans cette longue interview au New York Times, Trump dit que les États-Unis vont garder le contrôle du Venezuela pendant de longues années, garder aussi le contrôle sur le pétrole. Le président américain compte pour cela sur la docilité du nouveau pouvoir. Il salue sa très bonne entente avec la présidente par intérim, Delcy Rodriguez. On peut dire que le président américain est dans une sorte de logique coloniale. Il est déterminé à mettre la main donc sur les ressources pétrolières du Venezuela et l'argent qui sera généré permettra, dit-il, aux Vénézuéliens d'acheter des produits américains. On voit en tout cas qu'il n'est pas du tout pressé à ce qu'il y ait de nouvelles élections au Venezuela. Maduro n'est plus là, la dictature est toujours en place et ça, au fond, Trump n'en a rien à faire, ça n'est pas du tout son sujet. Ce qu'il veut, c'est uniquement un gouvernement aux ordres. Alors son plan se heurte quand même à la réalité des infrastructures pétrolières qui sont totalement délabrées sur place. Le président veut que les compagnies pétrolières américaines investissent au Venezuela pour remettre les infrastructures en état. Mais pour le moment, elles sont très réticentes à s'engager à cause du risque d'instabilité politique. Trump, justement, reçoit demain plusieurs patrons du secteur pétrolier à la Maison-Blanche pour les inciter à y aller. Voilà, le pétrole au cœur des enjeux. Merci beaucoup Antoine Hollard depuis Washington. Un mot de la haine d'Israël et des Juifs, cette fois sur le continent européen. Même au Portugal, les anti-Israël envahissent les rues et propagent la haine. On va découvrir ce qui s'est passé à Lisbonne. Un restaurant israélien, pourtant en vogue, va devoir fermer ses portes. Anna Papiachvili, bonsoir Anna. Dans nos studios à Paris, la situation était devenue insupportable pour les propriétaires du restaurant Tantoura.
Oui, le célèbre restaurant israélien Tantoura, ouvert il y a 10 ans par les chefs Elad Boudenshtein et Itamar Eliaou, fermera définitivement ses portes ce samedi 10 janvier. Voilà ce qu'ont annoncé ses propriétaires dans un message qui a été publié sur les réseaux sociaux. Les gérants expliquent tout simplement que l'établissement est devenu depuis plusieurs années la cible de dégradation, de diffamation en ligne, de campagnes hostiles et d'appels au boycott dans un contexte de montée de l'antisémitisme aggravé depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023. Le lieu qui devait être un espace de rencontre et de joie s'est transformé en un champ de bataille quotidien, écrivent-ils, qualifiant la fermeture de ce restaurant à Lisbonne de l'une des décisions les plus douloureuses de leur vie. Alors ce restaurant Tantoura, dont la carte s'inspirait de différentes cuisines juives, voulait ainsi refléter la diversité de la société israélienne. L'établissement avait notamment été visé en juin 2024 par des tags tels que Tantoura est un massacre ou encore Free Palestine, des inscriptions qui faisaient référence à des accusations historiques liées au village de Tantoura en 1948 pendant une bataille de la guerre d'indépendance, reprise donc par des militants pro-palestiniens. Les propriétaires ont dénoncé aussi une campagne de haine fondée sur des mensonges et des distorsions. Ils ont voulu rappeler aussi que le nom de ce restaurant faisait référence à une plage israélienne où ils se sont mariés, un lieu chargé d'amour et de sens. Nous ne sommes pas des politiciens, voilà ce qu'ont écrit les chefs Elad Boudenshtein et Itamar Eliaou. Ils ont également affirmé avoir voulu, à travers la cuisine, rassembler les cultures dans un pays qu'ils disent aimer. Alors petit signe d'optimisme peut-être, les propriétaires réfléchissent, travaillent à l'ouverture d'un nouvel établissement, cette fois-ci à l'extérieur de la ville de Lisbonne, où ils espèrent trouver un peu plus de paix et de sérénité. Voilà, on leur souhaite. Merci beaucoup Anna Papiashvili depuis Paris. C'est la fin de cette grande édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à nos équipes, Ilan Kleinman, Rebecca Lamy notamment. Et tout de suite, c'est Ça se débat, l'émission présentée par Raphaël Hassine avec ses débatteurs. Très bonne soirée à tous sur Radio Active.